mes enfers, j'espère que vous allez bien. Il fait actuellement 1000 degrés dans ma chambre, j'ai beaucoup trop chaud, mais je suis trop contente parce que je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et donc sans plus attendre, on y va. Le matin du 10 juillet 1982, le docteur Dieter Krombach appelle le centre d'urgence de Lindau, qui est situé à côté du lac de Constance, puisqu'il a besoin d'une ambulance. Il s'agit de sa belle-fille de 14 ans qui gît raide et immobile dans son lit. Elle est cireuse et légèrement bleutée, sa mâchoire inférieure est comme tombée et sa bouche est béante. Kalinka est décédée. Krombach dit aux secouristes qu'il soupçonne qu'elle se soit étouffée et leur explique également qu'il a déjà tenté de la réanimer en vain. Dieter Paul Krombach naît le 5 mai 1935 en Allemagne. Il est le fils aîné de Walter et Marianne Brendler. Le moins qu'on puisse dire, c'est que Dieter Krombach a grandi dans un milieu favorable. Il a travaillé en tant qu'officier de la Wehrmacht pendant la Seconde Guerre mondiale comme avocat pour le ministère des Finances et est devenu conseiller du gouvernement. Sa mère, de son côté, est femme au foyer. Krombach est intelligent, il a toujours eu des bonnes notes à l'école et il a même obtenu une place pour étudier la médecine à Francfort-sur-le-Main où il a décroché son doctorat. Ambitieux, il part en Suisse pour suivre une formation supplémentaire en cardiologie. Côté cœur, c'est un bel homme qui a de charmantes manières, qui est toujours bien habillé, donc forcément les femmes, elles tombent toutes à ses pieds. Il a toujours eu une préférence pour les femmes plus jeunes. En 1963, il entame une relation avec une jeune fille de 18 ans, Monika Hense, alors que Krombach a 28 ans, soit 10 ans de plus que la jeune fille. Bon, après tout, elle est majeure, donc il n'y a pas grand-chose à dire. Et cette dernière tombe folle amoureuse de lui, et quelques temps après le début de la relation, elle tombe enceinte. Et elle va avorter. Après son avortement, elle tombe enceinte une seconde fois. Visiblement, Krombach n'était pas très occupé par la contraception et elle l'avorte une nouvelle fois. Très vite, en novembre 1963, le couple se marie, puis ils accueillent dans un premier temps une fille, puis un fils. En octobre 1969, l'improbable se produit. Monika décède des suites d'une longue et mystérieuse maladie. Elle n'avait alors que 24 ans. On peut se dire que pour le mari, ça a dû être très compliqué, qu'il a dû être attristé par la mort de sa femme. Pas du tout. Seulement 10 mois après, il se remarie, puis en 1970, il part vivre au Maroc avec sa nouvelle femme, où il est embauché comme médecin au consulat allemand de Casablanca. Pendant ce temps-là, le bureau du procureur semble préoccupé par cette affaire. Est-ce que le médecin et mari est responsable de la mort de sa femme? Quand je dis semble préoccupé, c'est juste semble, parce que le procureur général ordonne d'arrêter l'enquête. De son côté, Krombach vit tranquillement au Maroc, mais son mariage bat de l'aile, ce n'est pas foufou dans son couple, d'autant plus que comme ça va pas trop, il va voir un peu à droite à gauche, il a diverses aventures, jusqu'en 1947 où il rencontre Danielle Gonin. Cette dernière venait tout juste de s'installer dans le quartier de Krombach. Elle s'est installée avec son mari André Bamberski, mais aussi avec ses deux enfants, Kalinka et Nicolas. Et le fait qu'elle soit mariée ne fait absolument pas peur à Krombach. Lui, il a une idée en tête, c'est de conquérir son cœur, donc il essaye de déclaration d'amour, et au bout d'un moment, Danielle Gonin finit par succomber au charme de l'Allemand. André découvre la tromperie de sa femme, donc il décide de ramener toute sa famille en France et il s'installe près de Toulouse. Vous pensez vraiment que ça va arrêter Krombach? Absolument pas. Il débarque en France, à Toulouse, et se rend chez Danielle Gonin. Cela est payant puisqu'en 1977, Danielle et André se séparent et Danielle Gonin devient officiellement la troisième épouse de Krombach. Le nouveau couple s'installe à Lindau, près du lac de Constance, et Krombach travaille en tant que cardiologue. Pour la garde des enfants, ce n'est pas facile puisqu'avant 1982, les deux ex se disputent la garde de leurs enfants. En septembre 1982, la mère accepte un accord avec son ex-mari. Il peut récupérer les enfants et vivre avec eux en France. Revenons-en maintenant au mystérieux décès de la belle-fille de Krombach, Kalinka. Krombach explique que ce matin-là, le matin du 10 juillet 1982, sa belle-fille Kalinka a dormi inhabituellement tard. D'habitude, elle se levait assez tôt. Donc vers 10 h, il se rend dans la chambre pour voir que tout va bien.
Il la trouve sans vie et essaye de la sauver en lui injectant des médicaments dans le cœur et dans la jambe inférieure afin de la réanimer, mais cela ne fonctionne pas. Il déclare également que la nuit précédente, Kalinka s'était plainte d'un malaise, donc il lui avait fait une piqûre à base de fer pour qu'elle aille mieux. Dans la soirée, il lui a également fait une injection de sédatif car elle n'arrivait pas à dormir. À ce moment-là, la police ne remet pas en cause la parole de Cronbach, d'une part parce qu'il a l'air sincère, d'autre part parce que c'est un médecin, et donc il décide de ne pas du tout appeler la police judiciaire. Police judiciaire qui, soit dit en passant, intervient lorsqu'il y a des décès quelque peu douteux. Le corps de Kalinka est donc emmené directement à la morgue. André le père ne croit pas à cette mort naturelle, donc il saisit le parquet de Kempten qui ordonne une enquête. Le corps de sa fille est autopsié par 2 pathologistes à l'hôpital municipal de Memmingen le 12 juillet, soit 2 jours après sa mort. Les experts établissent l'heure de la mort entre 3h et 4h du matin, cependant la cause de la mort ne peut être établie. Toutefois, le médecin du tribunal du district Oman et le médecin-chef d'Oman déclarent l'administration d'autres médicaments à des fins de réanimation à une personne déjà atteinte de rigidité cadavérique semble grotesque. Ils qualifient également d'étrange le choix des médicaments ainsi que l'emplacement des injections dans le cœur et dans les veines. Dans leur rapport d'autopsie, ils mentionnent que Cronbach est allé les voir après la dissection et a fait part à ses collègues qu'une exposition excessive au soleil en faisant la planche à voile pendant la journée pourrait également avoir causé le décès. Cependant, les 2 médecins légistes ont écarté cette hypothèse, farfelue par ailleurs. Cronbach change de version quant à l'injection de fer. Vous vous souvenez, il a dit qu'il avait fait une injection de fer car elle s'était plainte d'un malaise. Cependant, maintenant, il explique que Kalinka n'était pas satisfaite de son bronzage et que donc c'est la raison pour laquelle il lui a injecté du fer. Bon, la conclusion des légistes est sans appel, cette injection ne doit certainement pas être considérée comme la cause de la mort, mais elle ne permet pas non plus d'intensifier le bronzage. Là, le médecin il commence un peu à bégayer, donc il change de nouveau sa version des faits et explique une bonne fois pour toutes que l'injection de fer a été faite uniquement parce que sa belle-fille souffrait d'anémie. Est-ce qu'il serait pas un peu en train de nous prendre pour des cons ? Lors de l'examen, il relève une blessure d'1 centimètre de long dans la zone de la vulve près de l'anus. Aussi, il trouve une substance grasse et blanchâtre dans le vagin, mais chose incroyable, l'examen de cette zone s'arrête là. Non, il ne cherche même pas à savoir d'où vient cette substance et quelle est cette substance. Bon, même si on a une petite idée quand même. Le père est outré et selon lui, cet examen ne peut signifier qu'une chose. Cronbach a violé sa fille, puis a tenté de dissimuler les preuves et a tué Kalinka. André Bamberski ne veut pas s'arrêter là, il est déterminé à faire tomber Cronbach et on comprend pourquoi. Donc il demande à 3 autres médecins d'examiner le corps de sa fille, ce qu'ils font. Cependant, encore une fois, ils lui disent qu'ils ne peuvent pas déterminer la cause de la mort. À la différence des 2 légistes, un pharmacologue émet l'hypothèse que l'injection de cobalt ferlécite pourrait être la cause de la mort. En effet, cette injection pourrait provoquer une baisse de l'activité cardiaque, un essoufflement, des nausées ainsi que des vomissements. L'enquête est clôturée par le parquet de Kempten. Oui, vous avez bien entendu, l'enquête est clôturée. En plus de vouloir faire tomber Cronbach, André Bamberski n'a qu'une seule idée en tête, qui est quand même en corrélation avec l'idée de faire tomber Cronbach, il veut établir les circonstances de la mort de sa fille. En 1985, il obtient l'autorisation de réaliser une nouvelle autopsie. Cependant, 3 années ont passé et lorsqu'ils exhument les restes de sa fille le 4 décembre, l'examen est impossible. D'autant plus que les organes génitaux de sa fille sont absents. Il existe 2 théories. La première, ils se sont déjà décomposés. La deuxième, ils ont été retirés après l'autopsie, la dernière autopsie. Et comme si cela n'était pas déjà suffisant pour André Bamberski, en 1990, le tribunal régional supérieur de Munich confirme en dernière instance l'abandon de l'enquête. Bamberski cherche toujours à traduire Cronbach en justice. Et pour ce faire, il utilise une particularité du droit français selon laquelle tout étranger, où qu'il soit dans le monde, peut être poursuivi en justice s'il commet un crime contre un citoyen français. Kalinka était restée française. Des accusations sont portées contre le docteur devant la cour d'assises de Paris avec pour motif suspicion de meurtre avec préméditation. Le 5 juin 1993, Cronbach reçoit une invitation à comparaître en personne devant le tribunal de Paris. Vous vous en doutez, il ne s'y rend pas, le procès se déroule sans lui et le 9 mars 1995, il est condamné à 15 années de prison pour violence volontaire ayant entraîné la mort.
Il se doit également de verser 350 000 francs à Bamberski pour dommages et intérêts, mais aussi 100 000 francs d'indemnité pour frais de justice. Bamberski dépose une requête auprès du tribunal régional de Kempten pour faire appliquer le verdict parisien. Cependant, Cronbach fait appel et le 29 juin 2000, la Cour suprême décide de ne pas faire appliquer le verdict. Bamberski n'a plus le choix. Il traque lui-même le médecin. Il le traque et il apprend, grâce à des voisins de Cronbach, que Cronbach et sa nouvelle famille va bientôt émigrer en Afrique de l'Ouest. Bamberski est sous pression car l'année 2015 approche et après 2015, Cronbach ne pourra plus être jugé. En effet, cela fera 33 ans que le meurtre de Kalinka a eu lieu et après ce laps de temps, le jugement ne sera plus possible. En 2009, Bamberski engage 3 délinquants pour capturer, enlever Cronbach et l'emmener jusqu'en France, puisque c'est le seul pays où il peut être jugé. Enfin, pas le seul, mais en Allemagne, il ne peut pas être jugé vu que le verdict parisien n'est pas applicable là-bas. Le 29 mars 2011, le procès doit s'ouvrir à Paris. Cependant, il est reporté car Cronbach souffre d'une maladie coronarienne, donc doit être traité. Le procès commence quelques semaines plus tard et certains faits refont surface, comme la mort mystérieuse de sa première femme en 1969, mais également l'anesthésie et le viol d'une de ses patientes qui avait 16 ans. Ça s'est passé en 1997 et pour ces faits, il a écopé de 2 ans de mise à l'épreuve et d'une interdiction d'exercer. On apprend également qu'en 1997, 6 autres procès pour délits sexuels ont été intentés à Cronbach. Un rapport psychiatrique mentionne le fait que Cronbach présente une tendance aux actes sexuels impulsifs et qu'une répétition ne peut être exclue. En 2007, il est jugé devant le tribunal de Cobourg. Il est condamné à 2 ans et 4 mois de prison pour 28 chefs d'accusation de fraude et 19 chefs d'accusation d'exercice illégal de sa profession. Après 18 mois de prison, il bénéficie d'une libération conditionnelle anticipée. Voilà, ça c'était pour les faits un peu sombres de son passé qui ont refait surface pendant le procès de 2011. Pendant son procès également, il avoue avoir administré des somnifères à Daniel Gonin pour pouvoir s'amuser et profiter avec ses maîtresses pendant que sa femme dormait dans sa maison. Le 22 octobre 2011, Dieter Cronbach est condamné à 15 années de prison pour violence volontaire ayant entraîné la mort d'un mineur. Il aurait donc, comme le pensait André Bamberski, drogué Kalinka avant d'abuser d'elle et de la tuer. Il est condamné à verser 400 000 € aux ayants droit de la jeune fille. Cependant, la chance semble être avec le médecin puisque le 21 février 2020, alors qu'il a 84 ans, il est libéré de prison pour raison de santé. Il aurait fait plusieurs crises cardiaques et souffrirait de démence, cependant, il maintient toujours son innocence. Bamberski de son côté a été jugé en Allemagne pour l'enlèvement du médecin et le 18 juin 2014, il est condamné à 1 an de prison avec sursis. Vous pouvez retrouver son combat pour la justice dans le film Au nom de ma fille, cependant il critique le fait que 30% du temps soit consacré à la mère alors qu'elle n'a pas vraiment été impliquée. Voilà, c'est la fin de cette histoire, j'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, Bamberski a eu raison de traquer le meurtrier de sa fille pendant près de 30 ans parce que cela a été payant et je pense qu'il a dû avoir la satisfaction de le voir derrière les barreaux, même si ça ne changera pas l'issue de l'histoire et que ça ne ramènera pas sa fille. Et malheureusement, des histoires comme ça où les meurtriers sont encore en liberté pendant que d'autres cherchent à les faire tomber, il y en a plein. Dites-moi en commentaire ce que vous avez pensé de cette histoire, si vous la connaissiez, et on se dit à la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo.